Alors, le schéma du compromis pour discuter un petit peu des plantes en C3 et des plantes en C4. Alors, on peut peut-être commencer ici par faire une cellule végétale. Voilà. Au sein de cette cellule végétale, on va faire un chloroplaste. Avec sa double membrane, alors que je fais en vert alors que les pigments sont au niveau des thylakoïdes, mais bon, c'est juste pour qu'on comprenne bien que c'est un chloroplaste ici. Je peux d'ailleurs, justement, puisqu'on parlait de thylakoïdes, faire un thylakoïde ici, avec, pourquoi pas, la chaîne de transfert d'électrons en son sein. Au sein de cette cellule végétale, ici cette cellule végétale va représenter, d'accord, donc une cellule que je note ici, plante en C3. Cellule ici photosynthétique, plante en C3. Okay. Alors dans les plantes en C3, on a cette chaîne photosynthétique qui permet de former du pouvoir réducteur de l'ATP qui va permettre du coup d'effectuer le cycle de Calvin. Donc ce cycle de Calvin, on peut le noter, on peut le faire ici, il va permettre du coup à partir de CO2 qui va arriver dans le milieu, rentrer comme ça par exemple du CO2, et ce CO2 via la Rubisco, ici, via la Rubisco, ce CO2 va pouvoir être intégré du coup avec la matière organique au sein du coup de effectivement ce cycle de Krebs, ce cycle de Calvin, pardon. Donc on a, vous vous rappelez, le RUBP, le ribulose d'un 5-biphosphate, qui va pouvoir venir ici intégrer ce CO2, ce qui va donner le 3PG, etc. Bref, on dit comme ça. Ici, je note Calvin. Ce cycle de Calvin. Avec sortie du G3P. Ça, c'est le côté, on va dire, classique, normal. Permis grâce à cette enzyme particulière, la Rubisco. Sauf que dans certaines circonstances, c'est de Rubisco qui a comme, alors je vais zoomer, hop, qui a comme son nom l'indique, une activité carboxylase, puisque le C de Rubisco c'est pour carboxylase, a aussi une activité oxygénase, d'où le O final. Et donc dans certaines circonstances qui amènent à une concentration en CO2 très faible, on peut avoir ce type de souci. Alors imaginons du coup que l'on ait une sécheresse par exemple, on peut noter ici, alors je vais dézoomer, une sécheresse et puis voilà, hop, sécheresse, ça ne ressort pas très bien, qui fait qu'au niveau des stomates, vous ayez, donc je vais faire les deux cellules de garde, donc vous aviez vos stomates qui étaient bien ouverts, qui vont se retrouver en lien justement avec cette sécheresse, vont se retrouver du coup à se fermer, en tout cas à se fermer en partie, et donc je vais faire comme ça, hop, un ostiole bien plus petit, en lien avec la perte de turgescence de ces cellules stomatiques. Okay, donc ça représente stomate. L'ostiole et les deux cellules de garde. Du coup, le flux entrant de CO2 que vous aviez potentiellement,
d'accord, est un flux qui va devenir beaucoup plus limité. Si ici on était à l'extérieur, vous pouvez imaginer donc voilà une certaine concentration en CO2 dans l'air, 0,04% environ, et du coup je vais me retrouver avec un flux qui va être limité par cette ouverture faible stomatique, et donc la concentration en CO2 à l'intérieur de mes feuilles va être plus faible, en lien avec cette fermeture stomatique. En plus, on peut imaginer que, en lien avec ce côté stress hydrique, sécheresse, qu'on ait une température élevée. Si on a une température élevée, ça va aussi impacter la solubilisation de ce CO2. D'accord ? Le CO2 ici se forme gazeux, puis après il va se solubiliser dans l'eau. Là, ça va jouer sur, on va noter, solubilisation faible, d'accord, puisque les gaz vont être moins solubles du coup dans de l'eau qui est à température plus élevée. Et donc tout ça entraîne le fait qu'on a ici une concentration en CO2 dissous qui est faible. Donc CO2 qui peut venir ici intégrer du coup le cycle de Kelvin. Mais dans ces circonstances où on a une concentration en CO2 faible, on se retrouve du coup avec un ratio O2 sur CO2 qui devient fort, puisqu'il y a très peu de CO2. Par contre, le O2, au vu de la quantité déjà qui est présente dans l'air, plus du O2 présent en lien avec notamment la chaîne photosynthétique, on se retrouve avec ce ratio qui est fort. Oui, parce que cette chaîne photosynthétique, vous vous rappelez, au niveau du PS2, donc ici par exemple, on pourrait noter clac PS2, au niveau du PS2 en lien avec la présence de lumière, qui fait fonctionner cette chaîne photosynthétique. Hop, H nu. Ce PS2 amène à la production, du coup, ici de O2. En arrachant les électrons à l'eau, ça amène à la production de ce dioxygène. Du coup, dans ces circonstances où le ratio O2 sur CO2 est fort, la Rubisco risque non plus de fixer le CO2 sur le RUBP, mais de fixer, du coup, le dioxygène. On se retrouve, du coup, dans une situation où ici, on va avoir une sorte de contournement de ce cycle de Kelvin avec Rubisco qui va ajouter du coup ici le O2. Ce qui va créer un 3PG, pardon, mais un seul au lieu de deux, et du coup une molécule à 2 carbones qui n'est pas créée normalement dans le cycle de Krebs. Donc cette molécule à 2 carbones, je vais la noter juste C2, et bien il va y avoir tout un ensemble de réactions qui vont amener au recyclage en quelque sorte de ce C2 pour le faire réintégrer le cycle de Kelvin. Ça va impliquer différents organites, ça va impliquer notamment un organite qu'on appelle le peroxysome, et ça va impliquer également les mitochondries. Peroxysome, mitochondries. Alors je dézoome. Donc voilà, j'ai fait mon peroxysome et ma mitochondrie. Présente ici. Donc on va représenter voilà, toute cette succession de façon très simplifiée de réactions qui vont passer via le peroxysome, puis via la mitochondrie, et ensuite repasser par le peroxysome afin de pouvoir réintégrer le cycle de Kelvin. D'accord ? Toute cette succession. Cette succession de réactions, d'accord, est relativement complexe et amène à la consommation de dioxygène, ne serait-ce qu'ici, dans la première étape, mais aussi d'ailleurs au cours de l'ensemble de ces réactions. Et
également à la libération de CO2 au cours d'une des réactions, une réaction de décarboxylation qui va se faire au niveau de la mitochondrie ici, CO2. Donc on a au final, au cours de cette succession de réactions, consommation d'O2, libération de CO2, ça se fait à la lumière, d'accord, quand justement on a le cycle de Kelvin qui tourne en quelque sorte. Ce qui fait qu'on a appelé cet ensemble de réactions la photorespiration. Photorespiration. À noter d'ailleurs que cette photorespiration, l'ensemble de ces réactions, va consommer du pouvoir réducteur et de l'ATP. Vous pouvez noter voilà, de l'énergie de façon générale. Je ne vais pas forcément trop rentrer dans le détail, je vais noter ici que ATP. Et donc on a ici une succession de réactions qui ne sont en quelque sorte pas rentables, en tout cas qui impactent ici le rendement photosynthétique. Alors si on ne veut pas trop se mouiller parce que certaines réactions permettent de former des acides aminés, on peut y voir un intérêt, en tout cas pour certaines plantes, d'accord. D'ailleurs il y a certaines plantes dans des conditions aussi où on inhibe la photorespiration, on empêche la photorespiration, on n'a pas vraiment de développement meilleur chez la plante, d'accord. Donc il pourrait y avoir quand même un intérêt biologique à cette voie, d'accord. Toutefois ça impacte quand même le rendement photosynthétique, et ça l'impacte fortement si on se retrouve dans ces circonstances où on a une concentration au CO2, d'accord, qui est très faible. Au cours de l'évolution, du coup, est apparu chez de multiples plantes qui vivent justement dans des conditions où on a davantage de sécheresse et de problèmes justement de concentration du coup en CO2 au sein des feuilles, parce que les températures sont élevées, donc plutôt sur des plantes de type tropical. Un autre type de métabolisme est apparu, permettant une fixation un petit peu plus complexe au départ du CO2. Donc on va le faire ici. Donc la concentration de CO2 est faible, et bien chez ces plantes-là, on va avoir deux types de cellules, deux types cellulaires qui vont coopérer, avec du coup ici, alors je vais séparer plante en C3, et là donc je vais être sur des cellules ici, je vais être sur des cellules de plante en C4 ou C4 C3, d'accord. Donc j'ai ici une cellule qui va être une cellule du mésophile, les plus nombreuses, d'accord. Je vais en faire qu'une. Ces cellules mésophiles, d'ailleurs j'ai un peu raté ce que je voulais faire des plasmodesmes ici. Hop. Ces cellules du mésophile vont être reliées les unes aux autres et reliées aux cellules de la gaine périfasciculaire. Ces cellules de la gaine périfasciculaire, qui sont du coup de grosses cellules autour, qu'on va trouver autour des faisceaux crébrovasculaires, d'accord. Donc voilà. Alors là j'en ai fait qu'une, mais en réalité vous avez après la même chose tout autour, etc., etc., qui va permettre de faire, vous allez voir, converger le malate et donc le CO2 vers ces cellules de la gaine périfasciculaire, vers ces cellules qui réalisent le cycle de Kelvin. Donc en concentration de CO2 faible, on va se retrouver du coup à avoir un peu de CO2 qui va pouvoir être quand même fixé, d'accord, clac, ici, on va pouvoir rentrer dans les cellules, parce qu'il y en a quand même un petit peu, ne serait-ce que celui produit par la respiration cellulaire, qui est présente évidemment aussi dans ces cellules. Il va pouvoir être fixé sur une molécule, sur le PEP. Donc on a ici le phosphoénol pyruvate, vous vous rappelez, une des molécules de glycolyse. Le PEP est là. Et donc on va avoir une étape où ce PEP va être transformé via une enzyme, la PEP carboxylase, PEPC, va pouvoir être transformé par cet ajout de CO2 en un composé du coup à 3 carbones, puisque un carbone du CO2, et puis le PEP c'est une molécule à 3 carbones. Alors en fait ça se réalise en plusieurs étapes, parce qu'on a encore ici
En fait, on a l'oxaloacétate au départ. On a une étape avec ici en plus ajout de pouvoir réducteur ici, directement aussi, sur la molécule, ce qui amène à la formation de malate, qui est une molécule à 4 carbones. Je note C4, d'où le terme, d'accord, de plante en C4C3. Donc ce malate va permettre de convoyer deux choses, le CO2, qu'on a rajouté dessus ici, et également du pouvoir réducteur, car dans ces cellules, le pouvoir réducteur est créé par la chaîne photosynthétique. Si on indique du coup la présence d'une chaîne photosynthétique, alors là je fais directement juste le thylakoïde avec la chaîne photosynthétique, chaîne photosynthétique classique. Je ne le fais pas dans un chloroplaste par manque de place. La lumière va permettre de former classiquement à la fois indirectement du pouvoir, je vais le noter ici d'ailleurs, hop, former de l'ATP via l'ATP synthèse, et puis via directement la chaîne du pouvoir réducteur, du RH2. D'accord? Donc là on a la chaîne photosynthétique classique. Donc ce RH2 qui est là, il provient de la chaîne photosynthétique. Puis l'ATP, et bien vous allez voir, il va servir aussi ici. Ce malate, du coup, va pouvoir converger vers les cellules à gaine périfasciculaire, d'accord? Vers ici, mais aussi, si je prends l'ensemble des autres cellules que j'ai pu représenter, voilà, on va avoir cette convergence ici du malate. Le malate, une fois rentré ainsi, donc le malate, je vais renoter malate, il va pouvoir, du coup, subir une réaction de décarboxylation, et donc relarguer le CO2 et également le pouvoir réducteur. Donc c'était juste un convoyeur de CO2 et de pouvoir réducteur. Ces réactions vont donner du pyruvate, alors on n'a même pas besoin de le noter, limite on s'en fiche un peu, qui va pouvoir réintégrer, du coup revenir vers les cellules du mésophile et redonner du PEP, ce qui va consommer de l'ATP. Vous vous rappelez, dernière réaction de la glycolyse, on a le phosphoïnol pyruvate qui permet de donner le pyruvate et de régénérer ainsi de l'ATP. Donc là, si on fait l'inverse, forcément, on va faire consommer de l'ATP. Et donc, tout ça pour dire que cette étape-là, cette première étape de fixation du CO2 dans les cellules du mésophile, qui est séparée du coup spatialement de l'étape, on verra ici, donc qui permet vraiment l'assimilation réductrice de ce carbone au niveau du cycle de Calvin, toute cette phase-là consomme au final de l'énergie, puisqu'ici, on a bien dû régénérer le PEP en consommant de l'ATP. Donc si ça a été sélectionné au cours de l'évolution, c'est bien qu'il va y avoir en quelque sorte un avantage. Alors, je n'ai pas noté ici du coup que c'était les cellules de la gaine périfasciculaire, je mets juste cellules de la gaine. Alors au sein de ces cellules, ici de la gaine périfasciculaire, on a aussi les chloroplastes. Donc je vais noter un chloroplaste. Hop. Au sein de ces chloroplastes, on va avoir également le cycle de Calvin avec notre Rubisco. Notre Rubisco, hop, elle est là. Et donc le cycle de Calvin va permettre de récupérer ce CO2 là et via la Rubisco de pouvoir l'intégrer au RUBP et faire le cycle de Calvin classique avec la sortie de G3P, etc. Pas de souci. Et même en cas de concentration faible, puisqu'on a ici beaucoup de CO2, puisqu'il y a beaucoup de malades qui sont en train de converger vers ces cellules de la gaine périfasciculaire, qui libèrent du coup du CO2. Donc ça fait déjà une augmentation, forcément, une augmentation de la concentration en CO2 via cette convergence du malate et cette décarboxylation du malate. D'ailleurs, le RH2 qui a été formé ici va être aussi utilisé ici par le cycle de Calvin, qui consomme ce pouvoir réducteur. Donc augmentation de la concentration en CO2, et en plus,
on a au niveau de la chaîne photosynthétique, qui est un petit peu particulière ici, si je la refais ici, une chaîne photosynthétique. Normalement, dans une chaîne photosynthétique, on est supposé avoir, comme je notais tout à l'heure, le PS2. Sauf qu'ici, on n'a pas de PS2. Si on n'a pas de PS2, pas de PS2, le PS2, vous vous rappelez, on avait noté tout à l'heure qu'il permettait de former du O2. Donc, s'il n'y a pas de PS2, pas d'O2 non plus. On a en fait uniquement le PS1. Le PS1 qui va permettre un transfert en fait cyclique des électrons. D'accord ? On pourrait faire quelque chose comme ça. Électrons, d'accord, pour montrer ce transfert cyclique. Je vous renvoie au schéma en Z pour rejeter un œil à ce transfert cyclique. Ce qui va permettre en fait, de former quand même le gradient de protons et ainsi de former, alors pas directement via la chaîne photosynthétique, mais par l'ATP synthèse, de former de l'ATP. ATP qui est indispensable puisqu'il va pouvoir ici également être utilisé dans le cycle de Calvin. Et donc on est ici on a un système via cette coopération entre les cellules mésophiles et puis ces cellules de la gaine qui va permettre, je vous ai dit, d'avoir une augmentation importante de la concentration en CO2, quand bien même de façon générale il était présent dans les tissus foliaires en concentration très faible, mais on va se retrouver en plus avec une concentration en O2 plus faible puisqu'il n'est pas produit ici par la chaîne photosynthétique. Donc là on va avoir, tout à l'heure on avait mis rapport O2-CO2 fort, ici on va avoir un rapport O2-CO2 faible. Okay. Ce qui veut dire qu'on va avoir une photorespiration qui va être très limitée. Inexistante ou très limitée. Je vais noter photo. Je ne sais pas pourquoi je mets un majuscule chaque fois respiration. On va mettre juste, je vais mettre très limitée. On va dire qu'elle est forcément égale à 0. Mais... Et donc c'était ça tout le but de tout ça, si ça a été sélectionné, c'est bien pour ça, c'est qu'en dépit des conditions qui devraient amener un rendement photosynthétique extrêmement faible au vu de la présence importante de photorespiration, on est ici dans un contexte où cette photorespiration va être très faible.